pas été difficile d'écrire ce livre si vous avez un constat de départ qui est finalement aussi loin de l'un de l'autre. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux dire que ça n'a pas été difficile du tout parce que c'est plus des accents. Enfin, moi, je l'ai vécu plus comme des accents et que c'était bien parce que c'est des accents à la fois liés à nos charges, enfin, nos perceptions respectives du monde à partir de notre parcours, même si le mien est moins avancé que le vôtre. Et puis, il y a aussi un décalage de génération, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas pris part à ce grand mouvement des Trente Glorieuses. Et donc, c'est normal que j'ai à la fois moins de pertinence et en même temps un œil plus critique. Voilà. Peut-être juste mentionner qu'on n'était pas que quatre mains. Il y a quatre autres qui nous ont aidés. Hein. Marianne qui a accepté de réécrire presque, de remettre en forme le livre alors qu'on était dans un moment où on ne savait plus très bien comment on allait faire, et puis qui a ajouté sa compétence d'économiste. Et puis Francis qui a mené les entretiens et sans lequel le livre n'aurait pas lieu. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'était que la mondialisation faisait débat et que je n'étais ni à la diaboliser, ni vous à la canoniser, et que l'intérêt était de percevoir ses avantages, avec lesquels d'ailleurs j'étais d'accord, tout en ayant une distance critique qui s'avère aujourd'hui utile. Monsieur Coulon, par rapport à la difficulté d'écrire ce livre. Oui, alors je voudrais comme Samuel Rouvillois, dire que Francis Mathieu et Marianne de Boardon ont été vraiment des acteurs extrêmement importants de ce livre, parce que nous avons été des auteurs extrêmement indisciplinés, qui ne tenaient pas les délais, etc. Et bon, alors le fait qu'on n'ait pas la même vision, heureusement, sinon il n'y aurait pas de dialogue. Si on avait tous les deux la même vision, d'abord ça serait un peu surprenant, et puis ça serait moins intéressant, je trouve. Alors, c'est vrai que moi, je suis fondamentalement optimiste. Alors, il y a des moments où il faut vraiment l'être. Vraiment l'être, quoi. Bon, et le moment actuel est évidemment... Et d'ailleurs, notre conversation a commencé avant la crise de 2008. Et dès avant la crise de 2008, nous parlions des choses qui n'allaient pas bien. Et je parlais de la montée des inégalités qui, pour moi, était un des phénomènes non maîtrisé et que je ne savais pas très bien comment maîtriser dans le modèle libéral mondialisé. Mais évidemment, après 2008, les difficultés du système sont plus évidentes. Mais malgré tout, quand on regarde sur une perspective historique, et en imaginant que ça ne va pas être la catastrophe, qu'on ne va pas entrer dans une récession pire que la récession de 1939, mais je ne crois pas, si vous voulez, je crois que actuellement, quand on regarde les choses au prisme européen où la crise financière, c'est épouvantable, mais en fait, il y a de la croissance aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les Américains ne sont pas très optimistes non plus, mais il y a de la croissance. Et le reste du monde est capable, je pense, de nous tirer. Donc si, on n'est pas loin du précipice, mais si on ne tombe pas dedans, normalement, dans 5 ans ou dans 10 ans, on devrait pouvoir avoir une vision lointaine, si vous voulez, qui regarde, qui dit, malgré tout, sur 30 ou 40 ans, le monde aura connu un développement économique mondial, alors que nous n'avions pas connu ça, même pendant les 30 Glorieuses. Pendant les 30 Glorieuses, l'Occident se développait. Mais le tiers-monde, ce qu'on appelait le tiers-monde, les pays sous-développés, etc., rappelez-vous pour ceux qui ont cet âge-là, effectivement, il y a différentes générations, mais dans les années 60-70, c'était le cartiérisme, c'était l'idée qu'on n'arrivait pas à faire se développer les pays qu'on appelait sous-développés à l'époque. Bon, donc sur le plan économique, il n'y a aucun doute, globalement, ça quand même, le monde dans son ensemble a mieux fonctionné. On a sorti de la pauvreté matérielle des centaines de millions de gens en Inde, en Chine, etc. Alors après, la question, c'est de savoir est-ce qu'on est plus heureux quand on a de la croissance économique. Alors là, c'est une question indécidable. Les pessimistes diront non, les gens étaient bien plus heureux dans leur petit village sans eau courante, sans assainissement, etc., parce qu'ils avaient des relations riches et qu'ils se connaissaient, etc. Mais moi, je dirais, oui, les relations riches, c'était très bien, mais ça voulait dire aussi qu'on ne pouvait pas faire un mouvement sans que la voisine derrière son rideau regarde ce que vous faisiez, et si vous faisiez quelque chose qui était déviant par rapport
au code du village, de la tribu ou de l'église, vous étiez catalogué ou exclu, etc. Donc, il me semble que le mythe du bon sauvage, ou disons l'idée que les tribus amazoniennes ont une chance extraordinaire, qu'il ne faut surtout pas les sortir de leur situation, moi je prends ça avec réserve. Ça peut être un choix philosophique, mais bon. Alors ceci dit, qu'il y ait des choses qui se détruisent, que la mondialisation détruise un certain nombre de solidarités de proximité, ou les rende plus difficiles, c'est certain, qu'elle crée un certain nombre de solidarités plus vastes. Moi, c'est mon expérience, mais c'est vrai que ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Quand on a la chance d'avoir vécu la mondialisation dans un groupe qui est devenu international, qu'on a vu les liens qui se tissaient entre les gens, on voit le contenu humain, humain de la mondialisation. Si on est un ouvrier de la sidérurgie qui a perdu son job et qui est dans une espèce de ruine industrielle, soit de Michigan, soit de Lorraine, la mondialisation, et qu'on a 55 ans ou 60 ans et qu'on voit pas, qu'on ne pourra pas s'en sortir parce qu'on ne pourra pas aller faire de l'informatique ou aller faire autre chose, c'est clair que c'est pas la même chose. Vous épousez les thèses de Rifkin sur la civilisation de l'empathie et le fait qu'on développe des liens extrêmement forts à une échelle de plus en plus importante, mais se pose tout de même la question des limites de cette empathie, le problème environnemental, sociétal, démographique, écologique, et le rôle de l'entreprise par rapport à ces limites. Par rapport à ça, pourquoi le titre « Entreprise humainement responsable » et non pas « Entreprise socialement responsable » puisque le livre parle de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Comment c'est venu Moi, est-ce que vous voulez... Moi, j'aurais tendance à dire deux choses. Effectivement, depuis qu'on a commencé le livre, pour moi, il y a trois choses qui apparaissent mieux. La première, c'est que l'interdépendance à l'échelle mondiale, pas simplement des organismes, des acteurs économiques, mais l'interdépendance des nations, l'interdépendance des personnes, a atteint un seuil quand même avec une très grande accélération. C'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas un peuple qui n'ait pas conscience de son interdépendance non seulement économique, mais politique et sociale à l'égard de tout le reste de la planète. Ça, c'est un phénomène humain que nous n'avons jamais connu. Penser l'humanité et la planète, ça date de l'homme. Envisager la connexion entre les hommes à l'échelle du monde, c'est aussi assez ancien, ça date de la période romaine, enfin même l'Empire chinois aussi avait la même vision. Le rendre effectif partiellement, c'est le moment de la conquête des mers. Aujourd'hui, c'est désormais quelque chose qui concerne les individus. Ça, c'est tout à fait nouveau. Donc ça, c'est un événement qui a quelque chose de positif, parce que la conscience de faire partie, pour le meilleur et pour le pire, d'une destinée commune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on ne dira jamais que ça, et ça, sous ce rapport-là, la mondialisation, même si c'est par un biais matériel, fait advenir un état des choses qui, lui, est de toute façon fondateur de quelque chose de nouveau, là encore, pour le meilleur ou pour le pire. Ça, c'est fondamental. Et ça, là, je dirais là-dessus, c'est non négociable. Et je vois difficilement défendable que ça soit uniquement de la régression. Ensuite, la manière, c'est-à-dire que la communication qui nous mette en contact à distance ne soit pas des vrais contacts, pas des vraies rencontres, et que ça se fasse par le biais de l'entreprise marchande. Voilà, que 8 milliards de mails ne signifient pas que les gens sont plus connectés les uns sur les autres par jour. Ça, c'est sûr. Mais cette conscience, elle est là. Et elle est personnelle, même si elle ne s'exerce pas encore de manière très réaliste. La deuxième chose, c'est que depuis qu'on a commencé ce livre, la mécanique du capitalisme libéral apparaît aussi avec ses limites. C'est-à-dire que la main invisible a l'air moins de fonctionner, que le monde financier est beaucoup moins autonome, enfin le monde économique est beaucoup moins autonome par rapport au monde financier qu'il n'en avait l'air. Donc il y a un réalisme sur les limites du système qui est désormais quelque chose qui est un outil qui réclame d'être maîtrisé. Donc il y avait une espèce de magie du système, presque de providence divine du système. Bon, aujourd'hui on peut même l'expliquer rétrospectivement pourquoi ça fonctionnait, parce que tout le monde était formaté de la même manière. Donc en gros, inconsciemment, tout le monde jouait à peu près pareil. La dérégulation, dans tous les sens du terme, à la fois des acteurs et du jeu, montre que... Et donc du coup, ça pose une troisième question qui a très fortement émergé, pas simplement en Europe, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée et un peu partout. C'est le fait que la question maintenant, elle est humaine. Elle est politique et sociale. Et fondamentalement, elle est humaine. Parce que être complètement en panne sur les projets politico-sociaux à l'échelle de la planète montre bien que la question, c'est le retour à l'homme. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé ça socialement responsable, parce qu'aujourd'hui, on a pensé là aussi, avec nos outils occidentaux, que le social fonctionnait en lui-même. La sociologie nous a fait croire ça.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'un pays comme le nôtre est en état de délitement social parce que la question, elle est interpersonnelle. C'est-à-dire que le fondement du social, c'est effectivement pas simplement de la régulation d'un groupe d'animaux évolués sous contrôle réciproque en situation de survie, ce qui était quand même la vie rurale, et qui réclamait pas beaucoup de vie spirituelle. Hein. Mais aujourd'hui, on voit bien que si l'humain choisit pas l'autre, le tissu social, il est qu'un lieu de violence. Voilà. Et donc c'est pour ça que derrière, l'intuition pour le coup commune, c'est que le groupe, ça suffit pas si on ne descend pas sur les personnes. Voilà. C'est pour ça que Monsieur Collomb, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec cette analyse. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que on peut améliorer le système de telle façon qu'il soit supportable et que, dans le fond, les avantages qu'il apporte, et qui sont évidents, et le frère Samuel les a explicités, davantage, pas seulement économiques, des avantages humains qu'il apporte, ne soient pas compensés par des inconvénients graves. Moi personnellement, je pense que oui, parce que je pense qu'il suffit de revenir à un certain nombre de choses assez élémentaires, assez fondamentales, qui ont été à la base de certaines étapes du développement du capitalisme, et en particulier sur le rôle des entreprises. Pour moi, l'entreprise humainement responsable, c'est pas une nouveauté. C'est un truc qui existait en 1833 quand Lafarge a été créé. Alors, ce qui est aussi vrai, c'est que toutes les entreprises de 1833 n'avaient pas fait ce choix-là. Vous aviez les entreprises à la Dickens qui avaient fait le choix d'être des brutes, comme aujourd'hui. Vous avez ceux qui font le choix d'être des brutes et ceux qui font le choix inverse. Mais l'expérience, c'est que ceux qui ont fait le choix de l'homme réussissent aussi bien ou mieux que ceux qui font le choix de la brute, et que même sur longue période, et il est probable que, et surtout dans le monde où nous entrons, où les gens ne se satisferont pas des dogmes financiers, mais voudront autre chose, l'entreprise humainement responsable, pour moi, c'est celle qui est le mieux adaptée au monde de demain. Et c'est un peu ce qu'on a dit d'ailleurs dans Plaidoyer pour l'entreprise avec Michel Dancourt. Et moi, j'aime bien humainement plutôt que socialement, parce que j'aime bien l'entreprise humaniste. Alors, quand on dit non humaniste, les gens n'aiment pas, généralement. Mais humainement responsable, c'est finalement un peu humaniste et responsable. Alors, ce qui est vrai, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la responsabilité de l'entreprise, elle a bougé. C'est-à-dire que fondamentalement, la responsabilité entre les personnes est la même, et effectivement, il y a aussi bien du côté du protestantisme social que du catholicisme social, il y a eu des précurseurs. Hein. Lafarge est dans cette mouvance. Et donc, mais ce qui est nouveau, c'est le pouvoir de l'entreprise. Alors, bien sûr, de l'entreprise du CAC 40, mais même du réseau de PME. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir social, le pouvoir politique même, hein, la place, parce que l'économie est devenue le levier des mutations, sans être marxiste, du coup, l'entreprise a une responsabilité. Alors, on voit bien, elle est passée d'une responsabilité de type, là encore, artisanat, chef d'atelier, à celle que décrit Ancionas, c'est-à-dire une responsabilité planétaire et durable. Hein. Ancionas montre bien que aujourd'hui, le pouvoir de faire du bien ou de faire du mal à plusieurs générations, et l'entreprise a commencé à le découvrir, sans doute à cause de l'environnement, s'apercevant que taper dans les réserves des énergies non renouvelables ne pouvait pas se faire comme ça, simplement, sans qu'on en soit responsable. Donc pour moi, même si ça, dans certains cas, ça a eu un côté, pas cosmétique, mais d'obligation, mais les entreprises qui ont commencé à prendre conscience que l'économie, globalement, avait des incidences durables sur la vie des humains et sur les générations qui suivaient, pour moi, c'est ce que j'appellerais, oui, voilà, le seuil. Alors, Ancionas avait annoncé ça avec avance, hein, mais qu'on est dans cette phase-là, et du coup, ce pouvoir assigne une responsabilité beaucoup plus fine. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un peu de bon sens et un bon cœur. Hein. Aujourd'hui, d'autant plus que, on le sait bien, aussi bien la finesse des méthodes de management utilisées comme méthode de manipulation, que les logiques d'image et la difficulté de savoir quelles sont les bases de la confiance, rendent parfois, dans les entreprises d'aujourd'hui, les choses pas commodes pour que la confiance effective s'opère entre les personnes. Donc je dirais, le dirigeant aujourd'hui, ou le RH, doit avoir presque une intelligence en profondeur de l'anthropologie, ce qui n'était pas nécessaire. Il suffit d'avoir un peu de bonne volonté, d'être pas à vouloir tout se mettre dans la poche quand on était un dirigeant propriétaire, pour que les troupes suivent. Bon, après ça, il y a eu le débat idéologique avec le syndicalisme. Aujourd'hui, c'est plus fin. On voit bien que
il faut descendre dans le rapport de confiance, quoi. Et alors, c'est aussi pour ça qu'on ne parle pas beaucoup du don. Oui. Parce que l'encyclique Veritas in Caritate, ou Caritas in Veritate, pardon, parle de mettre du don dans l'acte marchand. Mais je dois dire que c'est un des points où moi je ne sais pas faire. Mais, parce que le don, bon, l'entreprise qui décide qu'elle va donner de l'argent pour quelque chose qui n'a rien à voir avec son activité, c'est bien sûr. C'est un peu l'idée du millionnaire américain qui gagne beaucoup d'argent dans une économie strictement libérale et compétitive, et puis qui, pour se faire pardonner, Bill Gates. va donner bon. Alors c'est pas Vous mettez négatif. une intention hein, quand vous dites pour se faire pardonner. Oui, non, j'exagère. D'autant plus Réponse que quand on dit Bill Gates, je ne crois pas qu'il ait quelque chose à se faire pardonner, en fait. Ah oui. Donc, non. Non, mais qui, disons, constatant, s'il a à se faire pardonner, d'être riche, suivant l'évangile du chameau, bon, c'est la seule chose qu'il a à se faire pardonner. Mais bon, mais la façon dont il l'a fait est parfaite et a été positive pour la société. Donc, bon. Mais donc, je retire un peu le pour se faire pardonner. Mais non, mais donc, moi, ce qui me paraît plus important, alors je ne dis pas que c'est négatif, mais je dis que ça, c'est bon, c'est autre chose. Ce qui me paraît plus important, c'est que dans la poursuite de l'action de l'entreprise et dans la poursuite de la mission économique de l'entreprise, on le fasse d'une façon qui est humainement responsable, c'est-à-dire qui ne détruit pas et qui construit. Et l'expérience, alors on pourrait dire c'est impossible. Et c'est un peu la théorie de Friedman, occupez-vous de faire du bénéfice, de faire des profits. Il y a d'autres gens qui sont faits pour faire du bien. Hein, c'est la théorie de Friedman. Bon, ça c'est soit la main invisible, soit les gouvernements, etc. Et vous êtes en dehors de votre responsabilité quand vous essayez de conjuguer mission économique et responsabilité sociale. En fait, l'expérience montre que ce n'est pas incompatible. L'expérience montre qu'on arrive très bien à remplir la mission économique tout en étant respectueux des hommes et des femmes de l'entreprise. Alors là, il y a même un lien positif, parce qu'on sait très bien que si on est respectueux des hommes et des femmes de l'entreprise, on a des équipes plus motivées, et que quand même tout le monde, même les fonds de private equity, savent que la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de motiver les équipes. Alors, on n'est pas toujours d'accord avec eux sur la façon de motiver les équipes. Ils les motivent surtout avec des bonus ou des stock options. Alors, il n'y a pas que ça pour motiver les gens, mais on sait que donc à l'intérieur, c'est évident que la responsabilité humaine et la mission économique vont ensemble. Et à l'extérieur, de plus en plus, on a des exemples qu'effectivement, ça marche. On parle dans le livre, je parle de l'expérience du sida. On aurait pu me dire, vous allez ruiner l'entreprise si vous commencez à essayer de vous préoccuper de soigner les gens atteints du sida. Ça aurait pu être le cas d'ailleurs. Alors je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Si le coût de traitement du sida était resté 10 ou 15 fois le salaire annuel des employés en question en Afrique. Bon. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et je ne crois pas que ce soit par hasard. Parce que le système des entreprises et le système économique dans son ensemble a quand même une capacité d'optimisation quand un problème est sur la table. Et quand on ne trouve pas de solution, c'est parce qu'on n'a pas identifié le problème, si j'ose dire, ou mal identifié le problème. Et là, finalement, on a réussi à faire en sorte que la recherche pour les médicaments du sida, elle soit payée par les gens qui peuvent payer, c'est-à-dire les Français, les Américains, etc., et que pour les Africains, on leur facture au prix marginal qui est relativement faible. Et donc, l'économique et le social se sont conjugués. Mais en matière d'environnement, moi j'ai des tas d'expériences où c'est la même chose. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça doit être par principe toujours la même chose. Non, mais d'ailleurs, si je peux me permettre, les études menées aussi au CRG, au niveau des écoles de management et des business schools américaines, montrent que le lien entre doing well et doing good n'est pas évident du tout. On ne sait pas quel est le sens de la causalité. On observe une corrélation, et encore pas toujours. La corrélation est positive ou elle est nulle.
Et le sens de la causalité n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on pourrait vous répondre en disant ben, c'est facile, relativement facile, quand on est Lafarge en Afrique du Sud, et donc avoir une certaine superficie financière, une entreprise qui va bien, de faire du bien. Et c'est en fait parce que l'entreprise va bien qu'elle peut effectivement être humainement responsable. Ça, tout à fait. Non, mais ça, je ne sais plus si c'est Saint-Augustin ou Saint-Thomas d'Aquin qui a dit qu'il y avait un minimum de bien-être nécessaire à la vertu. L'entreprise qui est en faillite a beaucoup plus de mal à être humainement responsable qu'une entreprise qui a un minimum, qui a la tête hors de l'eau. Mais est-ce que, dans ce sens-là, oui, mais allons plus loin, est-ce qu'il faut être une entreprise qui gagne bien sa vie et seules les entreprises qui sont effectivement, qui ont pignon sur rue et qui vont très bien, est-ce que c'est les seuls qui peuvent être humainement responsables? Moi, j'ai une théorie qui est que le chef d'entreprise, il est soumis à des tas de pressions et de concurrence contradictoires. Donc il a finalement, alors ça revient au pouvoir de l'entreprise dont on pourrait reparler, il a finalement beaucoup moins de degrés de liberté qu'on pourrait le penser. Mais les degrés de liberté qu'il a, c'est quand il fait mieux que les concurrents. Parce qu'à ce moment-là, il a une certaine discrétion et vous le dites dans votre sur livre. le supplément de... Donc, le supplément de performance, c'est vrai, permet, mais dans le fond, donc c'est pas contradictoire. Ça veut dire, si vous voulez avoir la liberté de faire mieux, il faut avoir une marge. Il faut avoir une marge. Dans tous les sens du terme. Alors, sur le don, d'abord, cette encyclique, elle dit quelque chose, elle ne le montre pas. Donc, elle affirme ça. On voit bien, d'ailleurs, c'est pas Benoît XVI qui a inventé ça, ça vient en partie du MOS, enfin, d'un certain nombre de gens qui travaillent sur cette thématique. Et donc, il affirme des choses, Benoît XVI, il ne démontre pas du tout ce qu'il dit. Donc, après ça, il faut analyser, c'est le bout derrière du théologien et du philosophe, d'essayer de comprendre. Moi, la seule manière de le comprendre, c'est évidemment pas que la logique interne de l'entreprise soit une logique de don, mais ça veut dire que, d'abord, effectivement, la chose, mais ça, c'est pas difficile de le comprendre, c'est que à partir du moment où il y a une logique de bien, au sens du bien entre les personnes, et donc de relations humaines, de bienveillance, en interne, bien sûr, d'abord, entre les personnes, puis en externe, par rapport à l'environnement, c'est évident que ça favorise la qualité humaine, et que les relations humaines, quand elles sont meilleures, favorisent une meilleure efficacité. Bon. Ce qui ne veut pas dire que des relations détestables de type contrainte violente n'obtiennent pas la même efficacité. Hein. La Chine n'est pas un exemple. La Chine a un taux de croissance de 14%. Ce n'est pas le lieu où l'éthique interpersonnelle est la plus développée au monde, pour parler simplement. Voilà. Pour parler simple. Voilà. Donc c'est pour dire que dans un sens c'est vrai, pas dans l'autre. Donc ça donc je dirais, et ensuite quand l'entreprise peut le faire, je dirais la différence c'est qu'aujourd'hui elle doit le faire. Hier, quand elle pouvait le faire, elle était libre de choisir de le faire. Aujourd'hui, le devoir d'exemplarité en raison du pouvoir social de l'entreprise et en raison de ce nouveau siècle, ce nouveau millénaire dans lequel nous entrons, dans lequel, encore une fois, les questions ne sont plus d'abord économiques. Elles sont désormais essentiellement politico-sociales, donc humaines. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas faire le bien. Enfin, je pense que la proximité dans laquelle nous sommes désormais les uns par rapport aux autres, que ce soit les personnes, les États, ne nous permettent plus de ne pas nous faire du bien. Parce que si nous ne nous faisons pas du bien, notre proximité nous fera du mal, pour parler simple. Donc ça, c'est devenu un devoir. Par contre, la vraie question qui est passionnante, et je pense que c'est ce que pointe, alors ça c'est une réflexion philosophique ou une réflexion théologique, c'est pas directement une réflexion managériale, mais c'est de pointer le fait que dans toute relation marchande, dans toute relation humaine authentique, et l'échange commercial est un acte qui implique une dimension humaine, interpersonnelle. Pas l'acte de production, il n'y a pas de don dans la production. La production, c'est de l'ordre de la maîtrise. Je dirais, on peut produire seul, sans qu'il y ait personne en face, pour le plaisir de faire. Mais l'acte commercial, et l'économie désormais commerciale, ce que l'IMOS est dans un rapport où les personnes sont en jeu. À partir du moment où les personnes sont en jeu, ou bien je me contente d'une pure efficience, et du coup l'acte commercial est un acte destructeur du rapport humain, ou j'envisage que ce rapport entre les personnes engagées dans l'acte commercial est plus qu'un pur rapport d'efficience. Autrement dit, elles sont des vrais acteurs humains de cet acte d'échange. Dire qu'elles sont des acteurs humains de cet acte d'échange et dire qu'il y a plus que de la pure efficience, donc il y a plus que de la justice stricte, donc il y a du don. Moi, je le comprends comme ça. Et que s'intéresser à cette part de don qui est celle qui aujourd'hui manque, enfin, dont la lucidité et l'amplification intérieure, la mise en lumière intérieure est aujourd'hui une nécessité. Aujourd'hui, on voit que les gens ont besoin de savoir que leur vie ne se limite pas à l'efficience, de découvrir qu'ils en ont l'appétence, qu'on leur en donne la possibilité, et que, même si ça ne relève pas du martyre ou du dévouement à la Mère Teresa, mais que la possibilité de don est quelque chose qui épanouit et qui est présent non seulement dans l'entreprise,
au sens des humains, mais même dans la dimension commerciale. Ça, c'est fort. Je pense aux jeunes, moi. Aujourd'hui, un jeune commercial, c'est très dur le métier de commercial. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vendent. Hein. Eh bien, découvrir, c'est pas facile de développer une éthique de l'acte commercial. Et du côté du client, qui des fois est un hystérique tyrannique, et du côté de celui qui vend. Et donc là, je trouve que c'est utile de voir qu'il y a une rencontre humaine. Je ne peux pas nier qu'il y a une rencontre humaine. Alors, évidemment, elle est moins visible sur les écrans à la bourse qu'elle l'est Mais voilà, je pense que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est de dire, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous n'arriverez pas à éliminer l'humain, et dire qu'il est là, c'est dire que je dois en tenir compte. Et sa logique interne, c'est le don. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends, hein, après y avoir réfléchi pendant un petit peu. Oui. En fait, il y a plusieurs moteurs de création de valeur quand on essaye d'être une entreprise humainement ou socialement responsable. Vous avez le moteur humain sur lequel vous insistez beaucoup. Il y a d'autres vecteurs. Il y a l'innovation. Il y a l'augmentation des ventes. Vous y faites allusion en parlant de Prahalad et de la fortune au bas de la pyramide. Vous avez le développement d'un capital social. Vous avez l'accès aux ressources. Et vous privilégiez dans ce livre la motivation et le vecteur humain. Est-ce que c'est un choix délibéré ou est-ce que, pour mettre les choses autrement, est-ce que vous ne négligez pas les autres raisons pour lesquelles l'entreprise doit être socialement responsable? Je ne sais pas, un certain nombre de choses dont vous parlez, l'innovation par exemple, ça fait partie de la nature même de l'entreprise. L'entreprise, dès sa création, c'est prendre une idée. Comme son nom l'indique, création. Oui, entreprise. Dès sa création. Alors, l'accès aux ressources. L'accès aux ressources pose un problème de responsabilité quand on découvre que les ressources peuvent être limitées. Mais c'est aussi une question de sagesse prévisionnelle. Pour prendre un exemple très concret, Danone est en train de découvrir que d'être une entreprise socialement responsable lui permet d'avoir accès à des marchés, par exemple une nouvelle source en Indonésie ou la possibilité d'avoir un terrain sur lequel construire une usine de produits laitiers en Égypte, Oui. Alors que c'était quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Il y a un accès. Ça, je crois qu'on le dit quand même que... Mais vous le subordonnez à l'engagement humainement responsable. Bah oui, parce que les autres engagements, ils sont ambigus. Allez-y, Se servir de la... Enfin, bien sûr que la responsabilité... celui qui organise un casse, il est responsable. Un tortionnaire est responsable. Il a sa pratique, il a sa méthodologie et il a son résultat. Et donc concrètement, la responsabilité ne veut pas dire la bonté. Je veux dire, les criminels, aujourd'hui, l'économie de l'ombre, qui est quand même une part extrêmement importante de l'économie mondiale, est tout à fait responsable. Et ils sont ISO 9002 avec une capacité à se manager. Alors évidemment, mais le management de fonds n'est pas fondé sur le don. Ça, c'est sûr. Non, alors là, il ne faudrait pas que notre titre, le choix de notre titre, réduise la portée de ce qu'on a voulu dire. Parce que l'entreprise est humainement responsable vis-à-vis des hommes et des femmes, mais elle est aussi responsable vis-à-vis des groupes sociaux. Bien sûr. Et vous en parlez longuement. Et ça, c'est précisément... L'entreprise est insérée dans un environnement, elle a des clients, bien sûr, ça c'est évident. Les clients, elle ne peut pas se dispenser de les voir et de voir leurs réactions. Mais elle est aussi insérée dans des groupes sociaux, dans un environnement, et là, elle peut effectivement avoir le choix de dire, moi, je suis entre mes actionnaires, mes employés, mes clients, et le reste, c'est le problème de l'État, c'est le problème de ça. Et dans le fond, si elle fait ça, dans nos pays occidentaux, ça peut marcher à peu près. Hein. Donc, le social, pour elle, c'est les syndicats. Mais même dans nos pays occidentaux, si elle fait ça et que le jour où, je donne l'exemple des carrières de Lafarge, le jour où elle veut ouvrir une carrière et elle découvre qu'il y a 50 personnes qui viennent se coucher devant les bulldozers et qui appellent la télévision, elle découvre que la société, dans son ensemble, est capable d'intervenir dans son fonctionnement. C'est encore plus vrai quand elle est en Inde, où l'articulation avec les groupes sociaux, le souci de solidarité
qui est intégré dans la culture indienne fait que si vous voulez avoir des rapports normaux en Inde avec les Indiens, vous devez avoir un certain comportement de rapport avec votre environnement social. Moi je pense qu'il y a pas, on ne se limite pas au rapport avec l'homme individuel, mais les groupes sociaux, ce sont des hommes et des femmes, donc c'est quand même la même inspiration. Si on a certains rapports avec l'environnement, c'est à partir de la même philosophie. D'ailleurs, Marcel de Monck, que je cite dans le livre, qui était donc président de la Farge dans les années 60-70, il dit la finalité de l'entreprise, c'est l'homme, mais il ne dit pas c'est l'employé. Il dit c'est l'homme de l'intérieur, mais c'est aussi l'homme de l'extérieur. Le consommateur, et il retrouve le rapport éthique avec le consommateur dont vous parliez tout à l'heure, le client, le concurrent, auquel on n'a pas le droit de faire du mal par des moyens déloyaux, et l'homme en général. Et il a cette formule magnifique que l'entreprise enrichie par ses succès et appauvrie par ses échecs, enrichie par ses succès légitimes et appauvrie par ses échecs ou ses succès illégitimes. Je crois que... Tout à fait. Ce qui montre bien que le moteur d'une entreprise, c'est tout ce qui motive. Et tout ce qui motive, c'est l'obtention d'un résultat. La question, c'est qu'est-ce qui humanise cette motivation? Voilà, c'était de souligner que le cœur, c'est l'humanisation de la motivation. Parce que la motivation de l'obtention d'un résultat, elle n'est pas nécessairement humanisante ou humaine. Elle peut être simplement l'obtention d'un taux de croissance, d'une richesse matérielle, d'une aura, d'une gloire, d'une reconnaissance. Donc, ce n'est pas de dévaloriser les autres motivations, mais c'est de dire aucune d'entre elles n'est intrinsèquement humaine, ce qui fait qu'une motivation s'humanise. Il ne faut pas rêver d'ailleurs qu'elle le soit et qu'elle le soit un jour parfaitement. Mais ce qui humanise les motivations, notamment de résultats, c'est la prise en charge progressive de la composante humaine. Voilà, et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a exploité tous les systèmes de motivation. Les méthodes de management, si on les regarde de près, ont utilisé tous les systèmes de motivation. Donc on sait très bien quels sont les leviers personnels et collectifs de la motivation. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un qui est durablement fécond, c'est celui qui met le souci de la bienveillance d'autrui au cœur du process, quel que soit autrui. Voilà. Alors, Moi, je voyais récemment, il y avait un article, je ne sais plus, dans les Échos autres, on parlait notamment de l'EVA, Economic Value Added, qui était considéré par cet article comme la plus épouvantable des choses. Bon, l'EVA, ça voulait dire sensibiliser les gens au fait qu'une entreprise n'était pas là pour faire du chiffre d'affaires, ni même du bénéfice en valeur absolue, mais qu'elle était là pour faire du rendement par rapport aux capitaux engagés. Donc on regardait la valeur ajoutée par rapport aux capitaux engagés. Moi j'ai introduit l'EVA chez Lafarge, y compris dans les bonus. C'est-à-dire que je voulais que les gens soient sensibles, pas simplement à l'augmentation de ce qu'ils faisaient, même quand c'était des résultats, je voulais qu'ils soient sensibles à l'efficacité, c'est-à-dire au rendement des capitaux dont ils avaient la charge. Bon. Et j'étais dans une session EVA un jour, et un jeune ingénieur me dit « Oui, mais écoutez, tout ça c'est très bien, vous nous dites qu'il faut faire de la valeur, et cette valeur est en particulier pour les actionnaires. Moi, quand je vais au travail tous les matins, c'est pas pour faire de la valeur pour les actionnaires, c'est parce que j'ai une équipe, c'est parce qu'on va faire des choses intéressantes, c'est parce qu'on va se dépasser, parce qu'on va atteindre des objectifs difficiles. » Et j'ai dit au gars, bien entendu, la question c'est comment vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire comment vous pouvez vous éclater avec votre équipe en faisant des choses qui vous intéressent et en même temps créer de la valeur. Et c'est tout le défi de l'entreprise. Est-ce que ça ne questionne pas le périmètre de l'entreprise humainement responsable? Et qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Parce que vous parlez dans votre livre des différentes parties prenantes, et j'ai l'impression que vous esquissez un schéma qui est d'une entreprise qui a des frontières beaucoup plus mouvantes, beaucoup moins sûres. Moi j'ai rajouté la famille par exemple dans les stakeholders, volontairement. Alors, effectivement, il y a deux risques. Hein. Le risque qu'on sent bien, c'est que l'entreprise devient de nouveau sa responsabilité, du coup, son pouvoir devrait devenir tentaculaire, substitut de la famille ou de ce qu'elle n'a pas réussi à faire, substitut de l'école, substitut de l'État. Bon, et on est dans une espèce de néopaternalisme hein, qui peut être une tentation de la responsabilité sociale de l'entreprise. Hein. Ça peut être une nouvelle casquette dans laquelle
Et il y a un risque, parce qu'effectivement, il n'est pas certain que le mode de gouvernance et de perception du monde de l'entreprise doivent déteindre, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a une thèse très intéressante qui par des deux Français qui souligne comment est-ce qu'aujourd'hui on est en train d'entrer dans une homogénéisation entre les gouvernances politiques et les gouvernances managériales. Ce n'est pas nécessairement bon signe pour la gouvernance politique. Voilà. Même si ce qui est heureux, c'est que la gouvernance managériale se soit ouverte à un champ plus large que celui auquel il était restreint. Donc moi je dirais ce qu'il ne faut pas confondre, c'est le cœur de métier du dirigeant et de l'entreprise, et qui doit savoir que c'est ça d'abord ce qu'on lui demande de faire. Et puis, malgré tout, la prise en compte du reste, sur lequel elle doit savoir qu'à la fois elle doit le prendre en compte et qu'en même temps elle n'est pas compétente. Voilà, tout bête. Enfin, s'occuper de savoir s'il faut développer une aide au CID1 ou au contraire ouvrir une école, pour moi, ce n'est pas l'entreprise qui peut décider ça. Il faut qu'elle aille interroger des acteurs du terrain local qui, eux, sont des gens compétents. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une responsabilité. On n'est pas au Creusot-Loire, quoi, ou à l'époque Michelin, où c'est eux qui bâtissaient. Mais par contre, elle ne peut pas ne pas, même s'ils ont fait du bien à cette époque-là, hein, mais elle ne peut pas ne pas tenir compte de son impact. C'est ça qui était l'idée par derrière. Non, mais c'est d'ailleurs une des choses quand on est au Bangladesh, par rapport à ce qu'on faisait dans la vallée du Rhône en 1833, on est amené au même problème. Il faut faire un village, etc. En 1833 ou 50, le village était fait par l'entreprise, il appartenait à l'entreprise. Il y avait d'ailleurs une rigueur morale de l'entreprise qui s'appliquait au village. Il y a un bouquin qui a été fait sur l'histoire de ce village qui est assez amusant parce qu'on voit le conformisme social auquel il fallait adhérer quand on était dans ce village. Le prêtre était un fonctionnaire de la Farge, les médecins étaient des fonctionnaires. Ah oui, oui. Le prêtre était rémunéré par la Farge, les médecins étaient rémunérés par la Farge, les professeurs étaient rémunérés par la Farge. Bon, alors, quand on est au Bangladesh, on essaye d'éviter ça et on laisse les gens s'organiser eux-mêmes et on les aide à s'organiser eux-mêmes. Mais vous voyez la limite. En Inde, on a un sociologue justement du centre de l'école des mines qui a fait une étude et il a fait un compte-rendu très vachard pour la Farge parce qu'il a entendu tous les plaintes des chefs de village autour de nos usines qui disaient c'était beaucoup mieux quand c'était un propriétaire indien. Depuis que c'est la Farge, non, ils sont... Et vous savez en fait... Je ne peux plus contrôler non, les villages. Ce qui se passait, c'est que le groupe indien, il donnait de l'argent au chef de village, et le chef de village, on sait ce qu'il voulait. Et nous, on essaye de dire, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? On fait un truc, on fait une école, et les chefs de village, ils n'aiment pas. Donc vous voyez, entre ne pas vouloir faire le travail de la collectivité, mais laisser aussi des modes d'organisation de la collectivité qui ne sont pas forcément satisfaisants, c'est pas facile. En particulier sur le rôle, j'ai beaucoup apprécié le passage où vous parlez de votre action avec WWF. Est-ce que vous pouvez détailler un peu comment l'entreprise humainement responsable, une entreprise qui travaille d'une façon peut-être différente avec les ONG et en collaboration, est-ce que... Alors là c'est un apprentissage qu'on a fait, hein, mais soyons très honnêtes, on ne l'a pas fait par la très grande bonne volonté de notre bon cœur. On l'a fait parce qu'on a été confronté au problème. On s'est aperçu que l'environnement ne réagissait pas toujours comme on le souhaitait et qu'on ne comprenait pas, dans certains cas, les réactions des gens autour de nous. Et donc on a un peu renversé, en faisant ce partenariat avec WWF, on a trouvé des écologistes qui ne considéraient pas qu'a priori l'entreprise était leur ennemi. C'est-à-dire ceux qui considèrent que l'entreprise c'est le diable, c'est pas très commode de travailler avec eux. Mais heureusement, il y en a qui ne considèrent pas que l'entreprise c'est le diable. Et on a essayé de travailler avec eux. Mais on s'est aperçu à ce moment-là que ça demandait que nos ingénieurs changent complètement de leur point de vue. Parce que nos ingénieurs, ils pensaient que c'était eux qui connaissaient le mieux les problèmes. Et que quand quelqu'un de l'extérieur qui ne connaissait pas l'industrie du ciment, etc., venait leur parler d'un problème, il était forcément un ignorant, il était forcément incompétent, et au mieux incompétent, et au pire malveillant, quand il leur disait des choses qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils pensaient. Donc il a fallu qu'on dise à nos ingénieurs, non, si quelqu'un du WWF nous interpelle sur quelque chose, c'est une interpellation légitime. Donc essayons de répondre aux questions que les gens se posent au lieu de répondre aux questions que nous avons posées.
Et ça, c'est une transformation complète. Alors, c'est une forme d'humanisme, c'est-à-dire c'est une forme de reconnaître le respect qui est dû aux gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui ont des avis et des points de vue qui méritent d'être respectés. Pas forcément, on n'est pas forcé d'être d'accord avec eux, mais si on n'est pas d'accord avec eux, il faut discuter comme on discute avec un homme responsable. Et ça me semble extrêmement significatif. Bien sûr, parce qu'on a dit peu de choses dans le livre par rapport à tout ce qu'on aurait pu dire, mais de la question à laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée de la construction d'un modèle global de prise en charge, on est en train de quitter ça, parce qu'on voit bien qu'on commence à s'apercevoir qu'on n'est pas intelligent seul. Et qu'en gros, on est en train d'inventer une intelligence collective, alors qu'il n'y a pas une intelligence de la globalité avec des modèles systémiques qui sont encore totalitaires, mais on est en train d'entrer dans ce que les Grecs appelaient une intelligence analogique, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que des divers points de vue convergeant autour du même problème se complètent les uns les autres et s'écoutent durablement. Voilà. Écosystémique. Voilà. Et ça, cette manière de réfléchir ensemble, elle est pour moi un paradigme de la mondialisation. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, l'homme politique ne pourra pas penser sans avoir réellement comme interlocuteur quelqu'un qui est du monde de l'économie et qui l'écoute. Et eux deux ne pourront pas véritablement penser s'ils n'ont pas quelqu'un qui est dans les problématiques plus anthropologiques fondamentales et qui regarde les évolutions culturelles de fond. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'interdisciplinaire, c'est plus profond, c'est pas les disciplines qui sont inter, c'est les personnes. Et il me semble que ce type d'expérience, où précisément, durablement, les ONG sont des partenaires nécessaires que je vais écouter, et donc je vais, y compris sur certains des actes que je vais poser, me déprendre de la prétention à pouvoir tout maîtriser. Voilà. Ça, c'est nouveau. Alors évidemment, ça ne touche pas le cœur du métier. On le sait bien, à l'époque, on a tellement introduit le client dans l'entreprise qu'on ne faisait plus que le satisfaire, quitte à perdre son cœur de métier d'ailleurs. Parce que oui, le client a sa compétence, mais il a sa limite aussi. Un client, il ne sait pas comment on fabrique une voiture. Et un client peut avoir des désirs hystériques que je vais peut-être satisfaire à la marge, mais qui ne va pas quand même m'empêcher de faire quand même des voitures dans des conditions qui soient... Et on se dit qu'il faut que maintenant que ces acteurs s'éduquent les uns les autres. Moi, j'attends qu'on éduque le client à réduire son hystérie. De toute façon, on va y être obligé. La sobriété, elle est pour demain. Enfin, peut-être pas la frugalité, mais la sobriété. C'est clair. Donc, il va falloir on va plus pouvoir rentrer dans une logique d'appétence primaire et compulsive comme aujourd'hui. Ça, c'est le changement fondamental du développement durable. Et notamment dans le rapport au client. Je me rappelle dans une réunion, un jour j'avais le gars de Chrysler on parlait de développement durable, des voitures, etc. Il dit oui, mais qu'est-ce que vous voulez, moi, je vends aux clients les voitures qu'ils ont envie d'acheter. Et je lui ai dit, mais non, ça ne va plus être votre problème. L'EPA, l'Environmental Protection Agency, va vous obliger à faire des voitures qui, en moyenne, ne consommeront pas plus de X, n'émettront pas plus de X grammes de CO2 par kilomètre. Et il faudra que vous débrouillez. Donc, il ne faudra pas que vous vendiez aux clients les voitures dont ils ont envie, il faudra que vous vendiez les voitures qui correspondent à cet objectif social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens veulent un truck, un SUV, un 4x4 Cayenne, qui consomme 4 fois plus, il faudra que vous le fassiez payer tellement cher que sa part dans le mix soit faible par rapport aux petites voitures. Vous n'allez pas pouvoir dire, moi, il me coûte tant, je le vends. Mais ça, c'est quelque chose que les gens n'ont encore pas du tout compris. Tout à fait. Et ça, c'est la grande révolution planétaire de l'Occident. Voilà. Et que donc, c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle le marché ne peut plus avoir, dans le monde de demain, le rôle qu'il avait avant. Parce que le marché ne vous dira pas combien de tonnes de CO2 vous pouvez émettre. Et le marché ne vous dira pas... Bon, donc, c'est forcément en dehors du marché que ça va se passer. Alors après, on peut utiliser le marché. Et c'est vrai que c'est plus astucieux d'utiliser le marché dans certains cas que de dire c'est plus astucieux de laisser le fabricant de voitures augmenter ses prix sur les 4x4 et baisser sur les autres que de vous donner un contingent de 4x4 en disant, n'est-ce pas, vous avez le droit dans votre vie à un 4x4 pendant 5 ans, je sais pas, bon, ou que faire comme les Chinois, où avec votre plaque d'immatriculation, vous avez, suivant le numéro, un jour où vous ne pouvez pas circuler à Pékin parce qu'il y a trop de voitures. C'est ce qu'ils ont fait sur les enfants, c'était plus simple, vous n'avez qu'un enfant. Bon, donc on peut utiliser le marché, mais le marché ne peut plus être... et donc c'est une raison assez fondamentale, en plus des raisons expérimentales qui ont montré que le marché
était beaucoup plus aveugle qu'on l'imaginait, et en tout cas qu'un marché mondialisé devenait instable, tellement instable, et rentrait en résonance tellement fort qu'il avait besoin de beaucoup plus d'amortisseurs qu'un marché local. Parce que finalement, l'expérience des marchés, depuis très longtemps, on sait que les marchés sont extrêmement volatiles. Mais la seule chose, c'est quand le marché des financiers de New York avait des vibrations épouvantables à une certaine, dans les 1800, c'est avant la création de la SSI. M. Pierpont de Morgan, tout seul, pouvait mettre suffisamment d'argent sur la table pour calmer le marché. Et ça se passait à New York, ça n'avait aucun impact ailleurs. Mais c'est à suite d'un de ces épisodes qu'on a créé la SEC, qui n'existait pas évidemment. Non, qu'on a créé même la Fed, enfin bon. Mais maintenant, quand c'est mondial, ces résonances sont effroyablement destructrices. Donc donc ça c'est la raison expérimentale, mais la raison théorique, c'est que si on veut une croissance durable, on ne pourra pas laisser au marché le soin de décider les directions et les paramètres de cette croissance. Donc il y a un point dont... L'écologie, du coup, c'est la première base et le premier pas, c'est l'écologie environnementale. Le deuxième pas, ça va être l'écologie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'apercevoir aussi qu'il y a des facteurs économiques destructeurs du fonctionnement social, voire du fonctionnement individuel. Et donc, il va falloir re-rentrer dans des régulations qui, effectivement, vont assigner à l'économie des nouveaux cadres. Donc, ce n'est pas les moralistes et les politiciens qui vont définir les règles, mais c'est les besoins c'est les nécessités d'équilibre interne du rapport de l'homme à son environnement. On est là-dedans, maintenant, il faut en avoir le courage. Et puis ensuite, du rapport de l'humain à son environnement, qui est la société dans laquelle elle vit. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que la seule méthode, c'est un retour en arrière pur et simple. Un ancien ministre des Finances, que je n'aimerais pas, disait une fois, oui, il va bien falloir qu'on revienne au concept du village autarcique. Tout le monde ne peut pas aller se balader en Asie comme ça fait trop de consommation d'énergie. Bon, non pas que ce soit quand même là. Il y a ceux qui croient que le progrès technologique et le progrès organisationnel des hommes rendent possible de continuer à croître et à progresser tout en résolvant cette équation écologique. En ralentissant sans cesser de croître. Voilà. C'est pas pareil. Mais alors, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est le pouvoir des entreprises. Alors ça, c'est l'idée que les entreprises ont le pouvoir. Je suis allé souvent il y a une époque où j'allais tous les ans à Davos. Alors, on était soi-disant les maîtres du monde. Oui, tout à fait. Et des fois, ils se le croyaient, d'ailleurs. Alors, certains Moi, j'en ai vu... Mais, en fait, l'entreprise... Et là-bas, on voyait que non, d'ailleurs. C'est l'endroit où simultanément ils se le croyaient et que l'expérience sur place montrait que c'est pas vrai. Regardez la situation actuelle. Les entreprises sont complètement paumées par rapport... Dans le... C'est pas elles qui définissent le cadre dans lequel elles travaillent. Donc, dans un certain cadre, elles ont un certain pouvoir, mais c'est les politiques et c'est les sociétés qui définissent le cadre, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs. Et le B20, alors il y a un B20 qui s'est ajouté au G20, mais le B20, il peut que faire des suggestions d'une platitude d'ailleurs assez grande aux politiques du G20. Donc là, alors, et c'est la même chose, si vous voulez, vous pouvez dire, bon, vous avez des chiffres d'affaires qui sont supérieurs au PIB de certains pays. Bon, alors c'est vrai que si vous allez installer une usine au Costa Rica, avant que vous ayez installé cette usine, un gros investissement, 1 milliard d'euros, avant que vous ayez installé cette usine, on vous déroule le tapis rouge, c'est extraordinaire, vous avez l'impression d'avoir le pouvoir. Le président de la République du Costa Rica va être à vos pieds, etc. Mais une fois que l'usine est faite, 3 ans plus tard, il vous nationalisera. Si ils ne l'ont pas fait au Costa Rica, mais ils l'ont fait au Venezuela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Rien. On le voit en Chine aussi. Vous occultez tout de même, il me semble, l'activité de lobbying intense des entreprises auprès des pouvoirs publics. Donc c'est pas telle entreprise. Moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, telle entreprise n'a qu'un pouvoir au sein d'un système. Voilà. Par contre, le monde, la sphère des acteurs économiques réunis tous ensemble ont, eux, effectivement, un pouvoir qui est largement supérieur politique. Voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas un pouvoir du même type que le pouvoir étatique, ni même un pouvoir du même type que le pouvoir religieux.
Je me dis, c'est intéressant par rapport à ce que vous aviez dit au début. Oui. On était dans un pouvoir spirituel qui, au début, était englobant, qui allait jusqu'au pouvoir économique. On a été à un moment donné dans un pouvoir politique qui s'imaginait être neutre et qui a voulu, je dirais, tracer les frontières du pouvoir spirituel et contrôler le pouvoir économique. Et on est désormais dans le pouvoir économique qui est en train de s'apercevoir, après avoir pensé qu'il allait quand même pouvoir tirer les cartes du jeu, qu'il n'a pas de pouvoir politique direct et qu'il n'a pas de pouvoir spirituel direct, si ce n'est néfaste. Et que donc ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sur la base de la nécessité et des limites du pouvoir sur la matière, du pouvoir économique, qu'il va falloir, mais c'est l'enjeu maintenant, repenser ou réaccueillir la nécessité d'un pouvoir politique qui ne pourra pas s'affranchir de cette base et d'un pouvoir spirituel qui soit un peu plus humble parce que précisément, il ne gouverne pas le monde comme il avait pensé le faire un temps. Et le pouvoir du lobby, même le pouvoir du lobby, il dépend des règles que se donne la société. À partir du moment où les Américains, où la Cour suprême américaine a décidé récemment, au nom de la liberté d'expression, que les entreprises avaient un droit, en vertu du deuxième amendement, à dépenser tout l'argent qu'elles voulaient pour des campagnes politiques, bon, effectivement, vous donnez à ce moment-là, et à partir du moment où les hommes politiques ont besoin d'argent pour leur campagne, vous donnez au lobby le contrôle de la vie politique. Mais il dépend des politiques de fixer une règle différente. Et s'ils fixent une règle différente, ça changera beaucoup de choses dans les rapports entre les lobbies et le monde politique. Dernière question peut-être? Non. Plus de dernière question? Une petite dernière question. J'aurais aimé savoir comment l'entreprise humainement responsable se comporte dans un scénario de crise et de récession. Parce que la logique financière dans un grand groupe, c'est d'arbitrer entre les zones qui sont stagnantes et de couper les coûts et de désinvestir en partie et d'aller investir dans des zones de plus forte croissance. Et j'aurais aimé savoir comment une entreprise qui est confrontée à cette pression financière, au moins quand elle est cotée internationale, comment elle peut faire pour conserver un élément de solidarité vis-à-vis des pays qui sont des pays qui stagnent et des bassins d'emploi, tout en restant efficace. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas envie d'être confronté? Alors, d'abord, ça dépend de l'intensité du choc ou de la variation à laquelle l'entreprise doit s'adapter. Quand l'entreprise est dans une situation de choc non anticipé, dans un certain nombre de cas, elle a très peu de degré de liberté réel. Bon. Même dans ce cas-là, elle a toujours un degré de liberté dans la façon dont elle fait les choses. C'est-à-dire, elle n'a peut-être aucun degré de liberté dans le fait qu'elle est obligée de supprimer des emplois quelque part. Mais elle a un degré de liberté dans la façon humaine de le faire. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit d'attitude. Car on peut dépenser moins d'argent et avoir une attitude humaine vis-à-vis des gens qui sont concernés, ou dépenser beaucoup d'argent et mépriser les gens à qui on donne cet argent. Donc ça, c'est un point. Et puis alors, il y a quand même, lorsqu'on est capable d'avoir une certaine vision à moyen terme et quand on est capable d'avoir constitué au sein de l'entreprise un capital de confiance, on peut aussi gérer les situations différemment. Un exemple, Poquelin Hydraulique, à qui on a donné le prix Olivier Le Serre de management humaniste l'année dernière, a eu 60% de baisse de ses ventes en 2009. Bon, réaction pavlovienne classique, je licencie 60% de mon personnel. Bon. Le gars qui ne se pose pas la question, il fait ça. Bon. Celui qui, disons, a une attitude différente, à la fois sur le plan humain et d'ailleurs sur le plan industriel, parce que ceux qui ont fait ça dans la crise de 91-92, eh ben, ils ont mis 10 ans à s'en remettre parce qu'ils avaient massacré le potentiel humain de leur entreprise. Donc il y a à la fois une raison humaine et une raison économique pour dire si je peux faire autrement, c'est mieux. Eh bien, Poquelin a réussi à faire signer par tous ses collaborateurs français individuellement et par tous les syndicats, mais par également les syndicats dans le monde, un système où ils ont baissé la masse salariale de 20 ou 30% pendant l'année 2009, mis leurs gars en formation quand ils n'avaient pas de choses à faire, etc., et avec un accord qui prévoyait que quand ça rebondirait, on remettrait les pendules à l'heure. Et ça, du coup, ils n'ont pratiquement pas... ils ont quand même fait partir les intérimaires.
mais ils n'ont pratiquement pas licencié de leur personnel permanent. Et ça a été... il y a... Alors, donc si vous voulez... mais si vous voulez, il ne faut pas croire... Alors, je pense que c'est dans les situations de crise qu'on voit le plus si l'entreprise est vraiment humainement responsable. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci aux auteurs. Je crois qu'il y a des livres qui seront à disposition au bout de la salle si vous voulez. Merci.